de cette chose-là, donc elle ne sera pas fâchée si je commence. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce cours, de ce séminaire, en fait, sur euh, l'épistémologie féministe, on va aborder les implications et les relations des femmes atikamekw avec et par le territoire, avec Déby Flamand et Étienne Levaque. Alors, le résumé qu'ils nous ont envoyé, je vais le lire rapidement, juste pour avoir une idée, puis ensuite, bien sûr, on va leur donner la parole. L'univers des relations qu'implique le territoire pour les Atikamekw vit d'énormes pressions avec ses industries extractives sur le territoire ancestral, le Nitakinan. Malgré ces pressions politiques et économiques sur leur territoire, les Atikamekw continuent d'occuper leur territoire de diverses façons. L'une des dimensions de cet univers forestier, que Suzy Basile a beaucoup documenté, est que le territoire est un lieu de gouvernance et de transmission pour les femmes atikamekw. Cette conférence souhaite aborder les perspectives savoir et implication des femmes atikamekw en lien avec les relations territoriales. Cette conférence est divisée en deux parties. La première sera un partage d'expériences par Déby Flamand, femme atikamekw de Manawan, sur sa relation au territoire et son militantisme. La deuxième concernera le sujet des responsabilités et relations territoriales des femmes autochtones, où Étienne Levaque présentera les travaux de plusieurs femmes des nations, plusieurs nations dont il nous détaillera les éléments. Déby et Étienne ont beaucoup collaboré lors de la dernière année dans le cadre du projet Matakan, qui vise la valorisation et la transmission des savoirs de la langue et de la culture atikamekw auprès des jeunes de la communauté. Donc, Déby Flamand, une atikamekw de la communauté de Manawan, est actuellement présidente du Conseil des femmes de Manawan et membre de la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. Elle est impliquée pour le bien-être de sa communauté et la valorisation de la culture et de l'identité atikamekw. Elle a aussi à cœur la rencontre et la sensibilisation des réalités autochtones au grand public. Ce faisant, elle a une grande expérience dans l'accueil de touristes sur le territoire. Étienne Levaque est un Québécois blanc qui étudie à la maîtrise en sciences des religions avec une concentration en études féministes. Il entretient, alors à l'UQAM, bien sûr, il entretient des liens avec la communauté de Manawan depuis 2017 et travaille actuellement sur les responsabilités des Atikamekw, femmes, hommes et personnes bispirituelles avec le territoire. Alors, je vois que Déby est arrivé. Oui, bonjour Déby, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Yolande Cohen et on est très, très heureuse de vous accueillir dans notre cours. J'ai pris la liberté de commencer un petit peu avec la présentation que vous m'aviez envoyée avec Étienne. Et donc, sans plus tarder, si vous le voulez bien, on va vous laisser présenter ce que vous vouliez partager avec nous. D'accord. Merci de votre invitation, Étienne. Kwei Castina, je me présente Déby Flamand de la nation Atikamekw. Et je suis une maman, une kokum. Une kokum, ça veut dire une grand-maman. Et je fais partie l'une des gardiennes de territoire et des connaissances, de transmission de notre culture. Je fais partie du mouvement des femmes de la Mauricie et aussi je préside le Conseil des femmes atikamekw de Manawan. Et je travaille comme coordonnatrice par intérim en tourisme Manawan. Et aujourd'hui, avec l'invitation que j'avais reçue, c'était vraiment de parler de ce que j'ai comme mission. J'ai, depuis mon jeune âge, je me suis toujours intéressée à ma culture,
c'est de connaître vraiment mon identité. J'ai souvent resté avec mes grands-parents, du côté de mon père et aussi de ma mère. Et j'ai souvent passé des étés, des semaines. J'ai passé beaucoup de temps à, à apprendre avec eux et aussi de mes parents et celle de mes beaux-parents aussi. J'ai beaucoup appris, j'ai reçu beaucoup d'enseignements par rapport au médecine et aussi aux plantes médicinales, comment apprêter le gibier. J'ai tout appris ça, puis aujourd'hui, c'est moi qui est en train de transmettre à mes enfants, à d'autres jeunes aussi, puis à d'autres comme eu cet apprentissage. Puis on a d'autres projets aussi dans le futur, dans les prochains mois, qu'on veut faire avec des femmes de la communauté, puis aussi des hommes. On a beaucoup de choses encore à aller chercher, à aller apprendre aussi. Et dans l'occupation de territoire, c'est une responsabilité en tant que femme atikamekw. C'est notre rôle en tant que femme d'être dans le territoire aussi, parce que c'est là où est-ce que nous allons aller chercher beaucoup de connexion et aussi d'apprentissage. Au moment où tu te déconnectes de la réalité de, dans la communauté ou peu importe, quand tu t'en vas te connecter, c'est là où est-ce que tu peux aller apprendre tout le sens de notre identité. Parce que quand on parle de notre timique et aussi de notre identité, c'est là d'où vient notre identité dans le territoire. C'est là d'où vient notre identité. Et c'est là aussi d'où on apprend à éduquer nos enfants. À éduquer nos enfants dans toutes les sphères, dans la vie, dans ce que tu entreprends, dans ce que où tu veux aller, où est-ce qu'il va t'amener toutes ces connaissances-là. Et quand on parle d'éducation, c'est beaucoup. C'est un très grand, c'est un très grand travail parce que en même temps, tu vis le moment présent et aussi le jeune, il va être euh, plus à l'écoute parce qu'il est vraiment déconnecté. Il va être plus à l'écoute pour apprendre, même pour montrer le territoire, toutes les toponymes. Qu'est-ce que ça veut dire, mettons, une montagne? C'est aussi, tu transmets toutes l'histoire des lieux. Quand tu touches au territoire, tu lui rends compte aussi qu'est-ce qui s'est passé dans notre territoire parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui s'est passé. Et c'est ça aussi qu'on transmet, tu sais, nos valeurs. Puis c'est vraiment, tu sais, on n'a pas ces écritures-là, mais la nation Atikamekw a toujours été une nation
qui transmettait les messages oraux pour qu'on puisse le garder dans nos mémoires. C'était ça notre les enseignements qu'on recevait. Puis, tout tout ce qui est aussi comme, objet, tout ce que les femmes, ont comme objet sacré, comme les porte-bébés, les raquettes, tout tous les objets qu'on a encore. Et c'est ça aussi qu'on qu'on explique aux gens, aux aussi, aux membres de la communauté, aux femmes, aux jeunes femmes et aux jeunes, comment le respecter. Parce que tout ce qui est tout ce qu'on met dans nos objets, ça a beaucoup de grande valeur. Puis, moi j'aime ça leur montrer comment, mettons, donner ces enseignements avec un porte-bébé. Qu'est-ce qu'on utilise comme, pour, mettre un bébé? C'est pour quelle utilisation? C'est tout ça qu'on m'a enseigné, même par rapport, aux naissances, mettons, le placenta, c'est, comment utiliser, mettons, pour faire la médecine, ou bien donc comment aller retourner notre, notre placenta, heu, à la terre-mère. C'est tous ces enseignements-là qu'on donne, aux femmes. Comment, planter des arbres sacrés pour l'enfant, c'est avec un autre enseignement qu'on peut faire avec le placenta. Et ça, on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir recevoir, heu, le placenta, parce que dans les hôpitaux, tu sais, on nous disait souvent: «C'est un déchet», et nous autres, c'était pas un déchet. Ça fait partie de notre corps, puis il faut qu'on le retourne à la terre. Et on s'est battu pour avoir nos droits en tant que femme atikamekw, pour avoir le placenta, pour qu'on puisse, faire nos rituels, nos cérémonies de rituels en tant que femme. Et ces enseignements-là que j'ai reçus, je devais à peu près avoir, une vingtaine d'années. C'est Je consultais souvent, une cocon, une femme sage. Je la consultais beaucoup, puis je lui demandais beaucoup de questions. Puis à un moment donné, elle m'a dit, «Ça va être toi qui vas transmettre ces messages-là, ça va être dans ta prochaine génération, ça va être toi qui va peut-être, ça va être toi qui va jouer mon rôle». C'est ça qu'elle me disait souvent. Puis, j'en ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de pour faire de la médecine. Comment reconnaître aussi, des plantes, des arbres, des sapins, comment, les identifier aussi, et aussi, où les trouver. Parce qu'avec tout le changement climatique aussi, puis aussi tout ce qui nous touche comme, les coupes forestières, tu sais, il faut, de plus en plus, je trouve que notre territoire, on dirait qu'il est en train de rétrécir de ce que moi je vois là, avec toutes les coupes forestières qu'il y a. Faudrait comme peut-être travailler pour essayer de trouver quelque chose pour être plus équitable avec eux.
Et on a aussi un projet de faire des aires protégées, d'autres aires protégées, de faire un parc. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de travailler avec d'autres femmes, avec d'autres personnes, d'autres ressources. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je ne sais pas si ça répond bien à ce que vous vous attendiez. Merci, oui, tout à fait. Moi, j'en aurais une, mais peut-être il y en aura d'autres. Avant de passer la parole à Étienne, que je veux encore remercier de nous avoir permis de vous rencontrer aujourd'hui. Je me demandais si c'est un rôle spécifique qui est attribué aux femmes ou que les femmes s'attribuent elles-mêmes, bon, dans la tradition orale de transmission, bien sûr. Donc, est-ce que c'est les femmes comme mères? Est-ce qu'elles sont assignées ou tenues de jouer ce rôle de mère, même quand elles ne le sont pas? Est-ce qu'elles peuvent être les mères d'autres enfants? Elles peuvent donner cette éducation à d'autres enfants? Et comment le territoire, finalement, est peut-être une métaphore de la maternité, peut-être? Est-ce que vous faites cette métaphore-là ou est-ce que parce que j'étais curieuse de savoir pourquoi vous utilisiez en fait la question du territoire. Est-ce que c'est parce que c'est fondamental, mais c'est fondamental pour les hommes comme pour les femmes, comme pour finalement tout le monde? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport particulier des femmes au territoire? Il y a toujours le, le rapport en territoire quand on dit le rôle de la femme. Il y a toujours un rapport. Puis les femmes aussi, il y a eu des femmes qui n'ont jamais pu avoir d'enfants. Il y a eu ils ont eu quand même eu la possibilité de garder des enfants. Même il y a eu des femmes qui ne pouvaient pas concevoir d'enfants. Ils ont, ils ont gardé des enfants. Ils l'ont allaité aussi. Ils ont été capables de faire ça parce que autrefois, on avait des femmes sages dans la communauté. C'est eux autres qui donnaient des naissances dans la communauté. Et quand il y avait des problèmes de santé, ils allaient chercher d'autres femmes. Ils allaient chercher une femme qui allait allaiter l'enfant, le bébé. Il y avait d'autres femmes qui venaient pour, mettons, préparer et aider les femmes. C'est tout ça, c'est toutes les valeurs, l'entraide que, que aujourd'hui encore, on est en train de véhiculer. On est en train de vivre encore cette entraide. Puis, on ne nous dit pas, OK, toi, tu vas être la personne, mais on peut savoir, on peut savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a transmis. C'est pas, on n'a pas nécessairement de certificat ou de quelque chose qu'on va nous dire, OK, toi, tu vas être la personne, mais chaque femme ici, ils ont beaucoup de connaissances, ils ont beaucoup de valeurs, et on s'entraide avec tout ce qu'on a comme connaissances, comme on va faire un forum pour les femmes. On va tout amener les femmes leaders, peu importe dans quel domaine. Mettons la santé, éducation, ou bien les femmes qui, qui vivent en territoire. On va se réunir pour qu'on puisse transmettre ces connaissances.
puis aussi de valoriser les femmes, c'est d'aller chercher ces enseignements-là avec les femmes atikamekw, soit des femmes d'Obidjouan, des femmes de Wemotaci. On a déjà eu à faire un ressourcement avec avec les trois communautés. Il y avait Obidjouan, les femmes d'Obidjouan qui étaient là, puis les femmes de Wemotaci aussi. Et c'était des femmes qui avaient beaucoup de vécu, des femmes qui ont vécu le pensionnat, des femmes qui n'avaient pas été au pensionnat. Et ils sont venus nous échanger qu'est-ce qu'ils ont vécu par rapport avec le territoire, avec l'inondation. C'est tout ça qu'on s'est échangé pour aller chercher cette résilience-là. Oui. Oui. Excusez, je parle pas, mais c'est parce que je prends des notes, là. C'est bien trop intéressant, Déby, là. Oui. Oui, ben si tu veux, tu voulais-tu continuer ou tu voulais que je prenne le relais? Ben, c'est comme tu veux. Moi, je peux te donner le relais. Ça marche. Moi, je vais déjà, je vais partager mon écran. C'est une première étape à tout ça. Donc, ben déjà, je te remercie, Déby, d'avoir accepté l'invitation. Hein. C'est vraiment génial que tu puisses être là. Puis, ben moi, je m'appelle Étienne. Je suis à la maîtrise en sciences des religions, concentration études féministes, sous la direction de Laurent Jérôme et Anne-Marie Colpron. Et je réalise ma maîtrise sur les responsabilités des Atikamekw-Nélo-Izois avec des lieux importants sur leur territoire. Puis l'une des dimensions de cette recherche est l'aspect genré des responsabilités et des pratiques qu'elles impliquent. Donc, c'est en ce sens que j'ai fait une entente avec le Conseil des femmes de Manawan et le Cercle Miginak, qui est un cercle de mieux-être et de guérison pour contrer les violences axées sur le genre. Et dans l'optique de faire une recherche et une documentation utile et respectueuse, hein, parce que, comme Déby, elle l'a dit, dans cet apprentissage avec le territoire, il y a beaucoup de toponymes. Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup de toponymes. Il y a beaucoup, puis, comme on s'en était parlé aussi, il faut les écrire. Il faut écrire les différentes histoires qui sont là, mais elles sont identifiées, mais ce travail de documentation-là est vraiment très gros. Donc, mon mémoire, il sert en partie à pouvoir documenter ces différents lieux-là. Donc, l'un des objectifs justement du mémoire dans cette documentation, c'est de faire ressortir l'expertise des hommes atikamekw, des femmes atikamekw concernant les responsabilités territoriales. Donc, c'est en fonction de cet objectif-là de documentation et de valorisation des perspectives genrées que j'ai tenté de monter un cadre théorique sur cette question qui a été élaboré par de plusieurs théories et concepts qui ont été élaborés par des femmes autochtones de différentes nations. Et l'intérêt... voilà, ça aide quand le PowerPoint suit. Hein. Donc, je voulais l'intérêt de monter ce cadre théorique-là, puis c'est ça que j'essaie de vous présenter aujourd'hui. C'est pas non plus de m'approprier les différents concepts que ces autrices ont présentés dans différents travaux, parce que ça serait impossible, considérant mon propre rapport au territoire, ma propre posture. Mais je voulais cependant m'outiller pour court-circuiter mes propres réflexes et référents théoriques. Donc, de comment est-ce que moi, mon propre bagage, sur comment est-ce que j'ai été enculturé, ma propre relation au territoire, je mobilise ces concepts-là pour pouvoir remettre en question ou partialiser ce rapport-là que j'ai avec le territoire. Donc, bien que
les théories que je vais vous présenter ne sont pas destinées à des personnes non autochtones pour la plupart. Hein. Je présente surtout une mise en relation entre différents textes afin de susciter un intérêt à se diriger vers d'autres écrits. Donc, je ne parle pas ici en tant qu'expert, mais comme un étudiant non autochtone qui tente de dialoguer et de valoriser certaines formes de savoir. Donc, on va commencer avec la première autrice, qui est Vanessa Watts de la nation Kwakagawak et du clan Kawuk, qui, dans un article, j'ai mis les références en dessous de chaque, pour que si vous voulez y aller, vous pouvez aller voir les textes. La majorité sont en anglais, malheureusement, mais c'est que ce qui se fait en anglais dans le reste du Canada et aux États-Unis est beaucoup plus, je vais dire, avancé que ce qui se fait au Québec en ce moment. Donc, Vanessa Watts si nous, on a des distinctions entre une nature fixe et un ensemble de cultures sur cette nature-là, où est-ce qu'il y a une séparation entre les savoirs et les éléments sur lesquels on applique ce savoir-là, ben, Vanessa Watts, elle utilise, à part du terme lieu pensé, en anglais place thought, où est-ce qu'elle dit lieu pensé est l'espace non distinct où le lieu et la pensée n'ont jamais été séparés parce qu'ils n'ont jamais pu ou ne pourraient être séparés. Le lieu pensé est fondé sur la prémisse que la Terre est vivante et qu'elle pense, et que les humains et les non-humains tirent leur pouvoir d'action des extensions de cette pensée. Donc, en ce sens-là, certaines épistémologies ne sont pas désincarnées et ne peuvent pas s'appliquer à des phénomènes. Ce sont les phénomènes qui sont les épistémologies, ça émane du territoire. Donc, si les territoires et les savoirs sont indissociables, deux façons de s'engager avec ces épistémologies sont possibles dans la littérature, soit la fréquentation territoriale, hein, Déby en a parlé sur l'importance d'aller fréquenter le territoire comme responsabilité en tant que femme, et de connaître la tradition orale. Donc, si je vais sur la tradition orale, il y a Sarah Hunt qui est de la même nation, je crois. Non, je pense que je me suis trompé. C'est Vanessa Watts, elle est de Haudenosaunee et Anishinaabe, et Sarah Hunt, elle est Kakawak du clan Kawuk. Donc, elle va parler des récits et de l'acte d'énonciation des récits, donc le storytelling, quand elle parle elle va dire les histoires et les récits sont largement reconnus comme des modes de connaissance culturellement nuancés, produits au sein de réseaux de construction et de sens de relation, donc dans un lieu spécifique. Elle va spécifier que c'est ancré dans des lieux très précis, donc bien qu'il y ait des ressemblances entre différentes nations autochtones, il y a également des particularités épistémologiques et territoriales, parce que comme le territoire est différent, les savoirs qui émanent de ce territoire sont également différents. Un bon exemple de ça, c'est Robin Wall Kimmerer va parler dans son livre, son magnifique livre d'ailleurs, Breeding Sweetgrass. Elle va prendre exemple sur les disparités épistémologiques concernant les plantes. Donc, elle va commencer son livre par le récit de la femme tombée du ciel, qui est un récit assez courant dans différentes nations autochtones, où elle va expliquer notamment que comment est-ce que cette femme qui est tombée du ciel a ramené plusieurs plantes et médecines comme le foin d'odeur, le sweetgrass, et que cette plante, toutes ces plantes sont des professeurs. Donc, des professeurs et des enseignements de cette femme. Hein. Donc, quand Yolande a posé la question tantôt, est-ce que ça symbolise les femmes? Ben, en fait, pour elle, pour Robin Wall Kimmerer, ça ne symbolise pas. Les plantes sont une femme. Ce sont l'extension de cette femme tombée du ciel et qu'il faut pouvoir écouter les enseignements afin de pouvoir réapprendre l'identité. Donc, Leanne Betasamosake-Simpson, qui est de la nation Mishsagé-Anishinaabe, va aussi aborder dans le même sens en parlant du territoire comme d'une pédagogie.
Donc, elle va même aller encore plus loin où est-ce qu'elle va dire que comme les récits s'incarnent dans le territoire, si le territoire est coupé, menacé, que les espèces qui apparaissent dans la tradition orale disparaissent, eh bien, les histoires ne peuvent plus, tous ces savoirs-là ne peuvent plus se réactualiser. Donc, en coupant une érablière, ce n'est pas seulement des arbres, c'est toute une relation des savoirs, un univers qui est détruit. Donc, en ce sens-là, Leanne Simpson est très critique de cet aspect-là, et c'est une part intégrante du storytelling pour elle, c'est qu'il n'y a pas de tradition orale s'il n'y a pas de territoire et vice-versa. Donc, tac, tac, tac. Il y a aussi Zoé Todd qui va parler justement que dans la réactualisation de ces récits, c'est aussi un élément très relationnel. Donc, dans ce sens-là, elle va dire que la réactualisation des relations avec des êtres sur le territoire, elle va parler de différents êtres dans ses travaux, comme les poissons ou même le pétrole, où est-ce qu'elle considère comme une entité non humaine avec qui on peut dialoguer. Et dans son texte, elle fait tout un lien entre la place du pétrole dans la cosmologie de son peuple et comment est-ce que l'industrie extractive dénature cet être-là de son contexte territorial, de comment ça nuit aux poissons, qu'est-ce qu'on peut apprendre des poissons et tout ça. Puis dans cette même dynamique relationnelle, il y a Rosemary Georgeson qui parle que l'eau, son rapport au territoire, c'est essentiellement familial. Donc, dans ce texte-là, elle va beaucoup parler de comment est-ce que la rivière, comment elle s'appelle déjà? C'est la rivière Saskatchewan-Nord, mais dans sa langue, c'est le Kisiskashiwani-Sibi, qui est très associée à toute la généalogie de ses grands-mères, et elle va retracer l'histoire de ses grands-mères avec cette rivière. De façon similaire à Rosemary Georgeson, il y a Michel Daigle qui va parler, qui va aller encore plus loin que sa relation avec une autre rivière, qui est la Kishishiwan, c'est une relation de parenté. Donc, non seulement envers ses grands-mères, mais aussi avec la rivière. Et que, considérant que la rivière fait partie de sa parenté, il y a des responsabilités politiques, familiales envers son territoire comme envers ses grands-mères. Ce qui mène à Suzy Basile, c'est le seul texte que je réfère ici en français. Si vous voulez aller voir, toute sa recherche doctorale est assez impressionnante sur le sujet, et elle parle notamment du rituel et toute la relation au placenta que Debbie a abordé, où elle va parler que le territoire, c'est un lieu de gouvernance et de transmission pour les femmes. Hein. C'est un univers de relations personnelles, sociales et familiales, où différentes expériences et les lieux qui s'accompagnent, c'est des marqueurs spatio-temporels. Donc, pour terminer, juste dernière autrice que j'ai trouvée très intéressante aussi, c'est Kim Anderson, qui va parler dans son ouvrage Reconstructing Native Womanhood, A Reconnection of Being. Elle a fait dialoguer le processus de formation identitaire de 39 femmes autochtones différentes de différentes nations sur l'île de la Grande Tortue, et elle en arrive à 4 dimensions dans ce processus de formation identitaire, où ce qu'elle va parler de résister, récupérer, construire et agir. Donc, si je fais un petit lien avec ce que Debbie a abordé, c'est en connaissant, Nochimik, comme elle a dit, c'est le lieu de ton identité, c'est le lieu, la forêt, il faut savoir d'où est-ce qu'on est pour savoir quelles sont les responsabilités associées avec cette identité et savoir où est-ce qu'on va. Donc, c'est toutes les
les autrices que je présente ici, il y a autant de perspectives qu'il y a de femmes autochtones. Fait que c'est pas, ce que je vous ai présenté, c'est une partie de mon propre cadre théorique qui m'a, d'un cadre théorique qui traite d'un sujet en relation avec le territoire. Donc, Déby et moi-même, ben, on vous invite aussi à vous ouvrir à de multiples perspectives des femmes autochtones de toutes les nations et ainsi entendre la richesse et la diversité des voix qu'elles ont et qu'elles portent ensemble. Donc, c'est tout pour moi sur cet élément-là. Merci beaucoup, Étienne. On a perdu Déby, ou je pense qu'elle est derrière son écran. Déby, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On va être vraiment, je m'attends aussi de cette année, j'ai comme eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'invitations, puis je m'attends qu'il y ait encore beaucoup d'autres ouvertures avec plusieurs champs. Je vais être ouverte là-dessus. Ok, on est très content en effet de pouvoir échanger avec vous. Alors, les questions sont bienvenues. Là, c'est un échange tout à fait ouvert que vous nous autorisez à faire. Donc, on est très content de pouvoir le faire. Alors, simplement indiquer qui veut parler avec votre petite main, ou commencer par prendre la parole maintenant. Allons-y. Qui voudrait intervenir? Allô? Oui, on vous écoute? Oui, bonjour, bonsoir, c'est la part de M. Janvier. Je suis. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra et puis parler près du micro parce qu'on ne vous entend pas très bien? Malheureusement, on ne colle la caméra. Ok, alors pas de caméra, mais le micro, essayez de parler dans le micro. Ok. Allez-y. Bon, en fait, je suis le président d'une ONG qui s'appelle Cause Femmes Asubel. C'est une association de femmes qui est basée à Kinshasa, au Congo. C'est le développement de la femme et défendre les droits de la femme. Je crois que les femmes autochtones sont des femmes compétentes dans la première Congo, ne sont pas considérées. C'est à peine que les lois congolaises viennent de les structurer pour qu'on puisse l'aider à avancer dans le système et dans le système de santé. Écoutez, on ne vous entend pas, moi je ne comprends pas non plus. Peut-être que vous pourriez faire quelque chose, écrire dans le chat, dans la discussion, la question que vous auriez et on pourra la poser à Déby et à Étienne, parce qu'autrement on ne vous entend pas, on ne comprend pas ce que vous dites. Le micro ne marche pas. Ok. Ou la connexion Internet. Ok, c'est bon, je sais le dérange. Désolé, mettez votre effectivement. dans le chat. D'accord? Ok. Merci. D'accord. Merci. Laurent? D'accord. Merci. Allez-y, monsieur Jérôme. Oui, bonjour. Coucou Déby. Bonjour Étienne. Merci pour cette belle présentation. Actuellement, on a dans le paysage politique des Premières Nations une représentation quand même assez importante des hommes au niveau des postes à responsabilité, au niveau politique, au niveau des conseils de bande, y compris au niveau des postes comme les postes de chef ou de grand chef. Et puis, je ne sais pas, Déby, si tu sens quand même un vent de changement sur… on voit globalement dans les recherches et dans ce qui se passe dans les communautés atikamekw une présence assez importante et un rôle important des femmes dans, on va dire, dans l'actualisation de certaines cérémonies, certains rituels, la relation en territoire, tu en as parlé. Mais est-ce que tu sens un changement aussi, une prise de position, une place plus importante que les femmes ont ou voudraient avoir dans des postes à responsabilité politique
comme le conseil de bande. On sait que c'est toujours un organisme colonial, entre guillemets, puisque ça reste quand même le prolongement de l'État canadien dans les communautés. Mais est-ce que tu sens un activisme politique plus important chez les femmes et cette volonté de prendre une place plus importante dans ce genre de poste à responsabilité? Oui, effectivement, on peut voir le changement parce qu'il y a 4 ans passés, il y avait eu plusieurs femmes qui avaient rentré dans le conseil de bande. Mais cette année, on a juste une qui a rentré. Mais on est encore là. On va l'accompagner, puis avec le conseil des femmes, je pense qu'on va se soutenir ensemble. Puis dans les prochaines années, comme moi, on me demande si je voudrais me présenter au poste de conseillère, mais peut-être dans la prochaine, dans les prochaines années. Je suis en train de travailler sur moi-même, sur mon leadership aussi. Oui. Je vais peut-être probablement être la future grande chef. On ne sait pas. Vous nous direz, on vous encouragera. D'accord. Oui, allez-y. Monsieur Gabouri, oui. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Moi, j'avais une question pour vous, Madame Flamand. En fait, je voulais savoir simplement si vous entreteniez des rapports particuliers avec les femmes d'autres nations autochtones qui ont des positions qui peuvent être similaires avec la vôtre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des organisations chez les autres nations avec lesquelles vous entretenez des relations particulières? On a l'organisme de femmes autochtones du Québec avec qui on travaille et on a aussi d'autres organismes comme la table de concertation des mouvements des femmes de la Mauricie. On a des femmes allochtones, des femmes haïtiennes, des femmes africaines de différentes nationalités avec qui on travaille. Puis aussi dans le secteur du tourisme, il y a des femmes avec qui je travaille avec. Ma conseillère aussi, c'est une femme. Puis de plus en plus cette année, avec le cas qu'on avait eu, puis depuis un certain temps, il y a beaucoup d'ouverture avec d'autres femmes. D'autres femmes, peu importe de quelle nation, qui veulent travailler avec nous, soit pour des recherches ou bien donc pour venir chercher les autres aussi des ressourcements. Mais oui, on a beaucoup de femmes auxquelles on travaille, on s'associe, puis on fait des accompagnements aussi avec les autres, ou soit les autres nous accompagnent dans des projets. Donc, vous trouvez que c'est très utile, ce type d'association? Oui, c'est très utile parce que c'est avec ça qu'on a été capable d'enregistrer notre propre organisme. Parce qu'au début, on a fait 3 demandes pour que notre organisme soit reconnu. Puis on a dû travailler plusieurs fois, changer sur notre mission, sur nos objectifs aussi. Puis c'est avec eux autres qu'on a été capable de rendre cet organisme-là aujourd'hui où est-ce qu'on est.
Mhm. Et c'est Merci. très, très, très apprécié aussi. On aime ça. Oui, oui. Ça donne une dynamique différente, en effet. Oui. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, commentaires aussi sur la présentation d'Étienne? On a lu les textes qu'il nous a recommandés, que peut-être vous pourriez aussi soulever des questions ou faire des commentaires, bien sûr. Il n'y a pas que des questions, faire des commentaires ou des remarques, Des critiques. des critiques. On est là pour ça, hein, pour les critiques. C'est ce qu'on apprend à faire. Des critiques constructives. Alors, est-ce que je vois qu'il y a une question? Déborah Lima, Déby Étienne, s'il vous plaît, comment est-ce que nous pouvons nous communiquer avec vous après? Mon clavier est en anglais et difficile d'écrire. Est-ce que vous voulez mettre votre courriel, Étienne, sur l'échange de chat, si ça ne vous embête pas? Non, du tout. OK. Mais si Déby aussi, elle veut, je ne sais pas comment est-ce que c'est quoi le moyen que tu préfères être rejoint, si tu veux être rejoint. OK. Je peux te rejoindre sur Messenger, sur mon cellulaire, sur Facebook, sur Instagram. J'ai plusieurs plateformes que j'ai ouvertes. Bon, bah, formidable. Donc, très accessible. Tu vas voir après la présentation, il y a combien de personnes? 37, tu vas recevoir 37 demandes d'amis. Oui. Elle veut augmenter son réseau d'amis, c'est ça. Une politicienne déjà, alors. Alors, d'autres questions, remarques, commentaires? Allez. Et puis, Déby a aussi mis son courriel très gentiment. Merci, Sarah, Madame Sarah Sportes, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. J'avais un problème de micro tantôt. Merci pour votre présentation, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'avais une question peut-être plus pour Étienne. Moi, je suis en maîtrise en anthropologie et j'ai passé l'été à Wemontachi cet été-là. Et je travaillais aussi avec les femmes à Atikamek et j'avais pas du tout pris un cadre théorique féministe ou études de genre, etc. Et donc, j'aimerais avoir ça, ton avis sur les féminismes autochtones. Parce que moi, j'ai trouvé cet été, justement, en parlant aux femmes, que ces notions de féminisme... alors après, j'ai passé vraiment que 3 mois à Wemont, là, donc j'ai pas du tout envie de faire de généralité, là, mais j'ai trouvé que ce terme de féminisme avait pas nécessairement de sens, que les dimensions genrées étaient tellement différentes que c'était pas pertinent de parler de revendications ou de choses de même. Et donc, ouais, ça m'intéresserait d'avoir des billes également, si tu as des choses à dire sur ça. Voilà. Oui, c'est avec ça qu'on a commencé la discussion, en effet, sur la question du féminisme. Est-ce que, Déby, vous voudriez réagir à cette question? Au début, ça fait pas très longtemps que j'ai entendu parler beaucoup de ce mot féministe. Parce que je recevais des invitations des groupes féministes aussi. Puis à un moment donné, j'ai dû aller voir c'est quoi le mot féministe et essayer de le dire dans ma langue. C'est ça que j'essayais de comprendre. Si, mettons, il y avait des femmes qui étaient très féministes dans certains cas, tu sais, moi-même, je voudrais aller comprendre s'il y a des femmes, si mes tantes ou s'il y a des femmes importantes qui ont déjà discuté de ça, de ce mot féministe dans notre langage et dans notre identité aussi.
Puis est-ce que tu es arrivé, c'est quoi le mot que tu es arrivé? Le mot féministe, c'est vraiment de connaître, puis aussi de savoir c'est quoi nos revendications, c'est quoi notre identité, c'est quoi notre mission, c'est un mot fort aussi. Oui. Ouais. Oui. C'est très fort comme mot. Oui, mais par exemple, on va pouvoir considérer comme féministe la démarche que vous faites de prendre en compte d'autres femmes et de vous proposer comme chef. Ça peut être aussi considéré comme une démarche féministe, c'est-à-dire que vous considérez que la voix des femmes doit compter et puis que votre voix peut compter. Oui, et je trouve ça important de faire entendre ma voix et la voix des femmes atikamekw. Oui. Oui. Alors, on peut s'entendre pour dire que c'est une démarche féministe. Oui. Est-ce que vous vouliez avoir Sarah, est-ce que vous voudriez commenter? Merci pour cette réponse. Et puis, effectivement, je trouve ça intéressant, même ce que vous disiez là. Est-ce que de dire que Debbie va faire la démarche de devenir chef, est-ce que c'est... Enfin, qui définit que c'est féministe? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que la revendication, elle vient... J'ai l'impression que souvent, la revendication est là quand il y a une discrimination. Donc, ça se demandait, est-ce que... Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant de... Oui, déjà, oui, mais elle-même, je pense que la réponse que je trouve la plus forte de ce qu'elle vient de dire, mais vous me corrigerez, Debbie, c'est que en effet, c'est de prendre elle-même sa place, de faire entendre sa voix, puis à partir de ce moment, personne n'a la prérogative de définir qu'elle est ou non féministe, mais elle, c'est la place qu'elle veut prendre. Oui, c'est ça. Puis même de ce que Debbie a commencé en disant, de dire que de revoir dans sa langue aussi ce que ça veut dire, puis de comment le définir, c'est vraiment intéressant. Donc, merci pour ça. Merci. Oui, Étienne, mais il y avait quelqu'un d'autre, je pense, qui avait levé la main tout à l'heure, que j'ai pas noté le nom, dont j'ai pas noté le nom, mais vous interviendrez juste après Étienne, si vous voulez. Oui, ben là, je mets le titre. Ben, merci pour la question, Sarah. J'espère que ça s'est bien passé, ton séjour à Wemotaci. C'est drôle, hein, ça fait presque plus de 5 ans que je vais à Manawan, puis je suis encore jamais allé à Wemotaci. Un jour, peut-être, hein? Un jour, ça va se présenter. Mais je mets dans le chat le titre de 2 articles. Ah non, je l'ai envoyé à Déborah. Non, je l'ai envoyé à Déborah? Non. Excusez. Non, moi je vois Step Lightly, Caroline Desbiens. Ouais. Et le deuxième, c'est... Et le deuxième... c'est de Naomi González Bautista, qui a elle aussi fait un terrain à Wemotaci. Et les deux, c'est une approche que je trouve intéressante parce qu'elles parlent de leur propre posture féministe et leur propre bagage féministe. Où est-ce qu'elles vont dire, en fait, c'est que le féminisme ou les féminismes, c'est un bagage théorique, c'est un bagage conceptuel qui est très riche, qui est très fort, qui a une grande histoire. Et elles parlent de comment est-ce qu'en fait, dans leur approche féministe, elles ont appliqué leur propre conception sur des réalités qui, au final, ça les a empêchés d'être dans une posture d'écoute, dans les propres termes des femmes de Atikamekw, dans les propres vécus de comment est-ce qu'elles énonçaient. Donc, elles, elles disent pas qu'elles ne sont pas féministes, mais c'est qu'elles disent, comme moi je trouve que le titre de Caroline Desbiens est génial, de Step Lightly, Moving Forward, c'est
c'est pas de le rejeter ou de plonger dedans complètement, c'est que si ça te met dans une posture fermée de ne pas écouter, ben, elle dit c'est une posture qui est difficile, puis elle parle de leurs propres approches en tant que féministes blanches, de comment est-ce que, à quelque part, elles se sont rendues compte que ça leur a nui d'appliquer les mêmes concepts tout le long, sans non plus rejeter cette identité féministe ou cet apport-là. Donc, c'est toujours, c'est très tendu, tout cet élément-là, mais après ça, je laisse ces deux textes-là parce que j'avais trouvé ça assez impressionnant et que c'est surtout basé sur des expériences avec des femmes inuites et des femmes atikamekw. Oui, les postures fermées sont toujours, ne sont pas recommandables, hein. Les postures fermées, il fut un temps en effet où le féminisme avait une posture très fermée, mais j'espère qu'aujourd'hui on a dépassé ce moment-là et où en fait le féminisme épouse d'une certaine manière les démarches individuelles et les encourage, individuelles et collectives d'ailleurs, mais les démarches empiriques, c'est-à-dire qui prennent en compte, en effet, la vie ou ce qu'on appelait le vécu de chacun et chacune. Alors, je lis un peu dans le chat qu'il y a une personne, Florie Dumas-Kemp, qui remercie tout le monde de la présentation et qui dit qu'elle habite Trois-Rivières et qui a entendu parler de coupes forestières non consenties sur le territoire et des blocages pour la défense du territoire. J'aimerais savoir comment on peut soutenir en tant qu'alloctone la défense du territoire contre les coupes forestières, par exemple, et quelle place les femmes ont eu dans ces luttes. Alors ça, c'est une question, oui. Est-ce que tu veux, je te laisse répondre, Bibi? Oui. OK. C'est que au tout début de cette revendication, j'étais en voyage pour aller voir mon fils dans une autre communauté. Et quand j'ai vu les coupes forestières non consenties, ça m'a tellement fait du mal de voir le territoire qui avait été coupé. Et j'avais tellement des nausées. Je n'étais pas bien juste de voir et de réaliser que ça se faisait encore. Des couples qui ne respectent pas notre identité, notre territoire. Et j'avais demandé à mon conjoint de me prendre en photo. Puis je suis allée me placer devant des pancartes, puis j'ai demandé aux gens de partager ma photo comme quoi que je n'étais pas d'accord, puis de faire un mouvement des femmes pour cette cause. Puis j'ai été rencontrer la famille parce qu'ils m'avaient invité d'aller les voir quand ils se sont rassemblés. Puis j'ai rencontré des hommes, des hommes de notre communauté, ceux qui travaillent pour les centres de ressources territoriales. Puis je leur demandais des questions. Comment ça peut... comment les gens ils peuvent faire ça? Pourquoi on ne consulte pas? Pourquoi ils... Tu sais, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à ces coupes. Puis, quand on a été sur place, j'ai senti beaucoup cette... je ne sais pas comment le décrire, mais on pouvait voir la violence visuelle, je pourrais dire. Puis aussi, parce qu'on était debout à faire le barrage, on était juste des femmes à se mettre devant les gros camions. Puis
C'était hyperant. On vivait beaucoup de peur, de tristesse, des sentiments mélangés, des émotions qui ont beaucoup mélangé. Les grands-mamans étaient là, les aînés, les femmes aînées étaient là avec nous, puis ils nous disaient que c'était pas la première fois qu'on nous respectait pas. Ils disaient qu'ils avaient beaucoup vécu de peur parce qu'ils les menaçaient. Et c'était un autre choc qu'on a vécu en nous racontant leurs histoires des aînés. Puis j'en ai parlé avec je racontais, puis je traduisais en même temps l'Atikamekw français avec celle qui venait nous aider, notre conseillère, celle qui faisait qui venait nous donner cette aide-là, de tout mettre ça sur papier, qu'est-ce qui se passe, avec qui on rencontre. Puis à un moment donné, on m'invite à des rencontres avec les ministères de Faune et Parc. Puis à un moment donné, on m'invite d'aller rencontrer avec les contracteurs. J'essayais de comprendre, j'essayais de trouver moi aussi pour argumenter comme quoi qu'on n'est pas d'accord. On a dû se consulter entre femmes pour se positionner par rapport à cette coupe forestière non consentie. Et on est encore là. J'ai posté plusieurs photos sur Instagram, sur Facebook pour faire entendre notre voix. Puis on distribuait aussi des pancartes, des pamphlets, même nos activités saisonnières, on mettait ça dans des petits papiers, puis on distribuait ça aux Allochtones qui passaient. Il y a encore des gens qui sont au kilomètre 60 qui viennent nous porter de l'aide, et ils viennent là pour nous soutenir. Il y a des Allochtones qui sont là encore, qui viennent défendre notre territoire. C'est tout ça qui nous apporte aussi de la nourriture, ils nous apportent des légumes, des patates. Il y a beaucoup d'aide aussi là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à cette question, à Florie. Oui, c'est une... la personne demande s'il y a un moyen de s'associer. On peut soutenir, donc on peut soutenir en allant sur votre site ou quelque chose comme ça, c'est ça. Il y a une autre question de Michael Castillou-Gabouri qui vous remercie pour votre présentation et qui dit « Le thème de la responsabilité envers le territoire était très important dans votre présentation. Je comprends que la responsabilité des femmes envers le territoire est incontournable et que les femmes entretiennent des rapports réciproques très particuliers avec celui-ci. Quelle est la place des femmes, de leur perspective et de leurs initiatives dans les processus de revendication du territoire chez les Atikamekw ?» En ce moment, on va travailler sur... on est en train de se préparer avec des femmes. On va faire un forum aussi, un forum sur différents domaines. Puis ça va
ça va être ça aussi qu'on va discuter sur nos initiatives pour, dans ce processus-là de revendication du territoire. On est en train de travailler là-dessus avec d'autres femmes aussi. Et même le centre territorial, ils sont quand même très ouverts à inviter les femmes aussi. Même, on discute avec les gardiens de territoire. Parce que même moi, il y a dans ma famille, du côté maternel, du côté de ma mère, ils ont pris l'initiative d'aller récupérer un des terres qui était occupé par les autochtones, mais qui ne payaient pas. Ils ne payaient pas pour avoir ces droits-là. Ils étaient là pour le plaisir, pour aller pêcher sans nécessairement payer le lot du territoire. Puis, ils essayaient de payer soit par des pots de vin, ils essayaient de payer par faire des échanges. Mais mes tantes n'étaient pas vraiment d'accord avec ça. Puis à un moment donné, ils leur ont demandé de sortir du territoire. Et ils se sont construits des chalets, des maisons. Ma mère et toutes mes tantes, ils ont leur chalet, puis ils ont été capables d'aller sortir les... Ils m'ont souvent dit, c'est ça que tu vas faire toi aussi un jour. Il faut protéger notre territoire, il faut occuper, il faut vraiment l'occuper. Puis même il y a, depuis certaines années, il y a de plus en plus de femmes qui vont chasser. Juste entre femmes, ils vont les chasser, ils vont aller en territoire. Et c'est aussi une des revendications en tant que femme que nous autres aussi, on veut faire entendre notre voix envers nos hommes à Atikamek. Il y a Oui, beaucoup de... Oui. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Merci. Il y a des suggestions de Nathalie Préfontaine qui suggère, après Étienne Levaque, qui a donné l'adresse Facebook, la vôtre, de donner l'adresse de Mère au Front Nord de la Naudière. Et j'ai une question de Juliette. Oui, bonjour. J'aurais une question plutôt pour Madame Flamand aussi. D'abord, merci pour vos présentations respectives. En fait, Yolande a déjà un peu soulevé le sujet de la maternité, puis vous en avez parlé en soulignant, par exemple, le rôle qui a l'air central des femmes et des mères dans la transmission des savoirs traditionnels. Et donc, en fait, je me demandais si, par voie de conséquence, il existe dans la société atikamekw une certaine injonction à la maternité, comme on peut le retrouver dans les sociétés occidentales, ou si, à l'inverse, le désir de ne pas avoir d'enfants est généralement bien perçu et accepté. C'est bien perçu maintenant, les femmes, qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Une des valeurs, c'est vraiment de respecter l'autre dans toutes ses décisions. Comme moi, ma fille ne veut pas avoir d'enfants. En ce moment, elle ne veut pas avoir d'enfants. Puis, je comprends, puis je la respecte aussi. Puis, comme je disais tantôt, il y a eu des femmes qui n'ont pas pu concevoir d'enfants. On leur a donné des enfants pour qu'ils puissent les éduquer, les garder. Puis, je pense qu'il y a quand même beaucoup de respect dans toutes les décisions des femmes.
même ceux qui veulent avorter, tu sais, on va leur donner cette... on va le respecter quand même s'il ne veut pas le porter. Parfait, merci beaucoup. Mais comment les hommes voient ça? Est-ce que c'est eux aussi, ils respectent cette décision des femmes? Oui. Ils respectent les décisions des femmes. Oui. Je crois que de plus en plus, il y a beaucoup au niveau de la conscience qui a comme ouvert depuis la mort de Joyce aussi. Il y a il y a eu beaucoup d'échanges avec les hommes et les femmes tu sais, au niveau du respect, parce que même aussi, il y avait beaucoup de cas de violence et de violence conjugale, violence familiale. Oui. Puis avec toutes les, avec toutes les féminicides qu'on a vus par la télévision, tu sais, on a discuté de ça aussi. On a beaucoup eu de discussions pour être aussi équitable. Oui. J'ai Bien. mis aussi dans le chat la thèse de Eva Ottawa, qui est professeure en droit à l'Université d'Ottawa, qui a traité justement de l'adoption coutumière en matière d'enfants, d'adoption d'enfants au sein des Atikamekw de Manawan. Donc, moi, je suis la partie un peu plus théorique, donc je réfère à des textes. La partie historiographique. C'est ça. C'est bien, des références, ça nous en prend. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, commentaires que vous voudriez faire à Déby et Étienne? Déby, est-ce que vous voudriez rajouter des choses par rapport à ce qui est discuté là ou ce que vous voulez rajouter? J'étais en train de lire aussi un peu dans le chat. Alors, je vous laisse lire, C'est toujours mieux. Là, il y a 2 nouveaux messages. Un gros merci. Excellente présentation. Donc, tout le monde est content. Oui. Et vous pouvez prendre le temps de les lire parce qu'en effet, une fois que ça se ferme, on n'a plus accès aux messages. Oui. Donc, et aux références de Étienne, il va falloir que tu nous les renvoies, Étienne. Oui. Moi, je voudrais remercier Étienne et aussi à toi, Yolande, Merci. pour cette invitation. On est très content que vous ayez pu venir. On est très, très content d'avoir pu avoir cet échange avec vous, même bref, mais très éclairant. Et en effet, merci Étienne d'avoir fait le go-between une fois de plus. Je te remercie infiniment. Et on vous salue alors. Merci pour votre présence et puis au plaisir. Nous, on va continuer notre cours. Donc, je demanderai aux gens qui ne sont pas du cours de se déconnecter et les gens du cours restent en lien. On va continuer. Merci beaucoup. Merci infiniment, Déby et Étienne. Merci. Bye. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Yolande, moi, pour pouvoir garder l'enregistrement, je pense qu'il va falloir que je quitte la rencontre. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.